Bonjour, hello. Je suis Dr Caroline Greffier, médecin généraliste à Montpellier. Je suis anglaise d'origine, mais j'exerce en France depuis 10 ans. Nous allons maintenant traverser la Manche, voyager un peu en Angleterre, l'expérience d'un patient suivi pour son diabète et hypertension. Les exemples j'utilise sont spécifiques de l'NHS England, car les autres 4 nations ont leur spécificité. Le diabète représente un défi croissant, avec 4,7 millions de personnes diagnostiquées au Royaume-Uni, un chiffre qui a plus que doublé au cours des 20 dernières années. Les diabètes absorbent déjà environ 10% du budget total de l'NHS, National Health Service, donc 80% sont consacrés à des complications évitables. Donc voici M. Patrick Smith, qui a 70 ans, diabète de type 2, obésité, hypertension, fume de 25 paquets l'année. Sa femme s'est malheureusement décédée récemment, donc il a tendance de manger dans un pub le soir. Il est suivi dans son cabinet local, au nord d'Angleterre, the local GP practice, qui s'appelle Woodhouse Medical Practice, à Leeds, nord d'Angleterre, qui compte 10 500 patients enregistrés. Tous les médecins travaillent à mi-temps, entre 4 et 7 demi-journées. Il y a 4 partenaires ou associés, 3 médecins salariés, et il y a 3 infirmières au plein temps, une qui peut prescrire, et 2 assistants médicaux. William connaît bien l'infirmière qui s'occupe de la diabète, et il a déjà rencontré plusieurs médecins. C'est l'heure de son check-up biannuel. Il reçoit un SMS automatique pour refaire la prise de sang et de programmer un rendez-vous avec l'assistant médical 4 semaines en avance. Il prend rendez-vous et il réfléchit de ce qu'il va en discuter. Il attend son rendez-vous, il télécharge les résultats via l'application, il note que son HbA1c a augmenté récemment. Mais il vient de finir son éducation thérapeutique sur un e-learning tout récemment, donc il comprend un peu mieux ses résultats. Il a aussi récemment eu un courrier pour aller faire son screening annuel pour la rétinopathie diabétique. Le rendez-vous est bientôt et après, ils vont envoyer le compte-rendu directement à son cabinet. Tout est centralisé. Donc, avec ce bagage, avec cette préparation, il voit d'abord Jordan, l'assistant médical, Healthcare Assistant, au cabinet et elle complète un Year of Care Report. Elle regarde la prise de sang, prend la taille, le poids, pose des questions sur sa vie quotidienne, sa régime, l'alcool. Elle fait également le test de monofilament, mais tout semble bien aujourd'hui. Il discute aussi son éducation thérapeutique récente. Elle aide à définir ses objectifs et formuler ses questions. Elle demande s'il a des problèmes financiers. Puis, il a un rendez-vous téléphonique ou en présentiel avec l'infirmière du cabinet qui peut prescrire et renouvelle son traitement. On sait son HbA1c a monté. Donc, ils discutent quelles mesures ils pourraient mettre en place. Sophie est l'infirmière qui peut prescrire. Donc, elle adapte son traitement. Il ne voit pas le médecin généraliste. Sophie a une question sur les traitements. Donc, elle demande à la clinical pharmacist, qui fait partie de cette Diabetes Support Team, ou équipe de soutien dans le network de soins primaires, un peu comme en Belge, le réseau de multidisciplinaire local. La pharmacienne peut aider Sophie pour les questions plus compliquées. Il y a d'autres personnes dans cette équipe de soutien, qui inclut un médecin généraliste avec un intérêt spécial. On appelle ça un GIPSI, GP with a special interest. L'infirmière du network de soins primaires spécialisé dans le diabète ou les diététiciennes ambulatoires spécialisées dans le diabète. Ils peuvent guider Sophie et le médecin généraliste pour les symptômes plus développés tels neuropathie douloureuse, dysfonction érectile. Les networks de soins primaires ou Primary Care Network, ça couvre normalement 30 ou 50 000 patients. Si William développe des complications ou devient plus fragile, comme insuffisance rénale chronique ou il habite en EHPAD, il peut être reçu dans les consultations pluridisciplinaires dans la communauté et voir l'aide d'endocrinologues dans la communauté aussi, une infirmière senior, diététicienne, pharmacien, et tout ça dans les consultations multidisciplinaires. Mais heureusement, Patrick n'était pas encore hospitalisé pour son diabète parce que les Super 6 sont réservés pour l'hôpital. Le Super 6 s'agit d'un processus de priorisation des domaines spécifiques de prise en charge d'une maladie chronique pour une évaluation spécialisée
tout en donnant aux soins primaires le moyen de diriger sa gestion au sein de la communauté pour la majorité des patients. Le succès repose également sur le courage des spécialistes à adopter le concept de ne pas avoir une consultation en face à face avec chaque patient, mais à soutenir l'idée que les soins soient majoritairement dispensés au milieu communautaire par des non-spécialistes compétents dans la prise en charge routinière du diabète et capables de reconnaître quand l'intervention d'un spécialiste est nécessaire. Cette approche a montré une diminution des hospitalisations liées au diabète. Donc, en revenant à Patrick, quelques jours plus tard, il ne se sent pas très bien. Il est fébrile, il tousse. Il souhaite voir un médecin rapidement. Il se réveille le matin et remplit une demande de consultation en ligne. Il y a un duty doctor, un médecin qui va regarder toutes les demandes de la journée et décide lequel est urgent. Il attend d'avoir un appel et de savoir s'il a un rendez-vous. Ce système s'appelle Total Triage. Il voit le médecin fin matinée, qui n'a que 10 minutes avec lui, mais qui l'examine et note que son tension est aussi très haut. Il lui prescrit des antibiotiques pour une pneumopathie. Il doit faire sa tension à la maison et envoyer sur l'application mobile, le NHS App tout à l'heure. L'infirmière va décider s'il doit augmenter son traitement. Il n'a pas besoin de payer la consulte. Il va à la pharmacie. Le médecin a déjà envoyé l'ordonnance. Patrick pense qu'il utilise très bien la technologie. Avant, il ne savait même pas demander une consultation en ligne, mais il avait contacté le secrétaire du cabinet. Il y avait un clinical navigator ou coordinateur de soins qui l'a montré comment faire. La technologie facilite sa vie. L'ordonnance est envoyée directement à la pharmacie et il n'a même pas besoin de se déplacer au cabinet pour demander le renouvellement de son traitement. Il peut aussi faire des téléconsultations vidéo. Parfois, il reçoit les questionnaires de sa santé sur l'application ou par SMS. Mais parfois, il préfère de parler avec quelqu'un en vrai. Il va bientôt refaire un e-learning plus centré sur le régime et son poids. Si son cabinet optimise l'utilisation de technologies digitales et de triage en ligne, le total triage, il reçoit plus de budget. La technologie est utile pour les médecins aussi. Il y a des alertes de réévaluation de chaque médicament et un drapeau rouge si le patient n'est pas vu depuis 6 mois. Toutes les données sur Patrick, ce sont son dossier médical au cabinet. C'est anonymisé dans une grande base de données qui s'appelle CPRD, le Clinical Practice Research Data Link. Il existe depuis 1987. Elle couvre environ 20% de la population britannique et est représentative en termes d'âge, de sexe et d'ethnicité. Le CPRD permet des recherches sur l'épidémiologie, la pharmacovigilance, les tendances de santé publique, tout en garantissant une stricte protection des données et en conformité éthique. Les données peuvent être croisées avec d'autres bases comme les admissions hospitalières ou des registres de mortalité pour une analyse plus complète. Cette base est essentielle pour guider la politique de santé et améliorer les soins aux patients. Patrick a la chance de lire et bien parler anglais, mais il n'est pas actif, il a un isolement social et donc il y a d'autres rôles au cabinet et l'infirmière propose qu'il le rencontre. Un rôle similaire en France pouvait être la médiation en santé. En Angleterre, il y a plusieurs rôles définis. Une qui est le social prescriber, qui peut mettre les patients en contact avec les ressources locales, travailler en étroite collaboration avec les patients pour comprendre leurs besoins sociaux, émotionnels et pratiques, et élaborer un plan d'action adapté. Aider à résoudre des problèmes liés à l'isolement social, au stress, aux difficultés financières qui impactent la santé. Toute cette ethos, on appelle Integrated Care, et c'est une des mots-clés qu'on voit récemment dans tous les documents de policy de régulation qui sortent d'Angleterre. Les soins primaires impliquent des équipes multidisciplinaires, comprenant médecins généralistes, infirmières, pharmaciens et autres professionnels de santé. La délégation des tâches améliore l'efficacité et permet aux spécialistes de se concentrer sur les cas complexes. Mais mes collègues en Angleterre, en médecine générale en Angleterre, ils ont évoqué cette difficulté. La première appel que j'ai eu en préparant ces diapos, c'était « je ne peux pas t'aider, je ne les vois pas ». Pourquoi je voyais maladie chronique? Moi, je vois l'aigu et des cas complexes.
Mais c'est difficile quand il y a 5 problèmes complexes à déchiffrer dans une consultation. Il y a des forces avec délégation des tâches, mais quel est l'impact sur la formation aussi des médecins généralistes qui voient peu des maladies chroniques stables s'ils ne passent pas du temps avec l'infirmière du cabinet pendant leur internat? Bien que les services soient universels, les délais pour obtenir des rendez-vous chez les médecins généralistes ou des consultations avec des spécialistes sont fréquents. Une pénurie croissante des médecins généralistes et d'infirmières augmente la charge de travail, réduisant les disponibilités de rendez-vous et les qualités de soins dans certaines zones. Les ressources limitées mettent à rude preuve les cabinets de soins primaires, en particulier avec une population vieillissante et une augmentation des maladies chroniques. Electronic Health Records, les dossiers médicaux électroniques et les bases de données centralisées soutiennent des soins intégrés et des décisions basées sur les données. Mais il existe une variabilité dans la qualité et la disponibilité des services entre les zones rurales et urbaines, entraînant des disparités dans le résultat de santé. On parle de postcode lottery. Vous avez les financements qui passent par les Primary Care Networks et ça peut être très varié selon les régions. Donc, en conclusion, le système de National Health Service met les soins primaires au cœur du système de santé, mais avec beaucoup de demandes qui reposent sur le médecin généraliste. 4 piliers sont décrits. Leadership. Il faut soutenir les soins primaires à travers des modèles pour l'ensemble de la population. Il faut une bonne gouvernance clinique pour bien structurer les soins primaires. Il faut développer les parcours de soins basés sur les données probantes et il faut soutenir l'audit et de la recherche. L'éducation. L'éducation pour les professionnels, renforcement des compétences, formation et un système de mentorat. Coordination et communication sont essentielles pour avoir une meilleure fluidité des soins. Il faut améliorer les connexions des services en utilisant la technologie. Et bien sûr, les soins cliniques, avec plus de soutien à l'autogestion par le patient. Donc, merci beaucoup et je remercie aussi mes collègues en Angleterre qui m'ont aidé à préparer cette présentation.